Nous allons maintenant passer dans le vif du sujet de cette thématique de vulgarisation et de démocratisation économique, car aujourd'hui nous remarquons qu'il y a une véritable absence de culture économique. Donc cette vulgarisation devient un enjeu national, mais ça ne concerne pas uniquement la Tunisie, d'autres pays aussi pâtissent de cette absence de culture économique. Donc nous nous inscrivons en fait dans une tendance qui reste mondiale, justement. Ce que j'aimerais aujourd'hui faire, c'est de pouvoir dresser un état des lieux. Donc j'inviterai le professeur Meher Gassab à en parler, de la recherche académique en économie, car il faut savoir que derrière les concepts dont on parle dans le débat public, il y a des sous-bassements théoriques économiques importants qu'il faut pouvoir maîtriser indéniablement aujourd'hui pour pouvoir justement développer, pour pouvoir enrichir le débat public et de pouvoir justement s'adresser à un plus large public. La notion de bien commun est une notion très importante car nous devons tous y avoir accès sans qu'il y ait des considérations autres que la notion d'accessibilité et d'égalité d'accès justement à l'information économique. C'est l'objectif majeur de cette plateforme. Merci Monsieur Axel de pouvoir répondre justement et de pouvoir clarifier justement l'ambition de ce projet Savoir Éco. Encore une fois, il s'agit d'une problématique majeure. Nous espérons, je vous rejoins là-dessus, que la plateforme Ecotous puisse être pérenne, même si le programme Savoir Éco prendra fin. La plateforme doit continuer à exister. Donc c'est en fait l'objectif aujourd'hui de ce programme. Merci d'avoir rappelé votre implication en tant qu'institution Expertise France auprès de nombreuses institutions tunisiennes qui enrichissent le débat public. Merci beaucoup. Ensuite, en parlant justement de cette notion de bien commun et d'accessibilité à tous, qui est un droit indéniable aujourd'hui. Donc je laisserai la parole à Madame Semeh Khalifa pour pouvoir en parler plus en détail, de nous parler justement de cette médiation nécessaire avec l'université. Et ensuite, il ne faut pas oublier que dans cet objectif qui reste très ambitieux aujourd'hui, nous devons aussi respecter certaines conditions. Pour que nous puissions y arriver, il y a des facteurs clés de réussite. Voilà, je laisserai le professeur Salma Zoueri nous en parler et nous pourrons échanger. N'hésitez pas, si vous souhaitez justement rebondir sur l'un des points, n'hésitez pas à le faire. Ce n'est pas une table ronde, un discours figé, c'est un moment d'échange, donc je vous invite à le faire. Nous passerons dans une dernière étape justement à l'aspect pratique de cette mise en œuvre et de comment on peut justement atteindre le plus grand nombre aujourd'hui, donc grâce à l'intervention de Madame Inès Besbès ici présente, qui vous parlera aussi du projet Leader Éco au sein du programme Savoir Éco. Merci beaucoup et je laisse la parole au professeur Meher Gassab pour nous dresser un état des lieux aujourd'hui. Merci Emna. Bonjour. Donc je suis très content et honoré de faire partie du comité scientifique du projet Ecotous. J'ai pas hésité une seconde à accepter l'invitation de l'ISCE pour faire partie de ce comité parce que je suis convaincu que le débat public aujourd'hui demeure pauvre en Tunisie, bien malgré si vous voulez, le développement de ce débat depuis 2011. Il faut dire que depuis 2011, il y a eu quand même une explosion importante du débat. Mais il y a du bon, du moins bon, bien entendu. Et puis, on a toujours donc des publications des universitaires sous forme d'articles dans des revues et magazines spécialisés, des ouvrages de professeurs confirmés. Donc le débat, il est là. Mais il reste, comme je l'ai dit, donc pauvre. Et peut-être aussi que le paysage politique n'a pas été complètement achevé. Du coup, dans les démocraties bien installées, on trouve toujours ce débat entre des chercheurs et des influenceurs de
de tendances de droite ou de gauche. Donc, on trouve des journaux, des revues, des publications de tendance gauche, de tendance droite qui stimulent un débat intéressant. Là, on ne l'a pas. Bon, tant qu'on ne l'a pas, le débat se limite à des actions individuelles qui restent très limitées. Et je crois que le projet Savoir Éco est venu à un point pour dire oui, il faut soutenir parce qu'il y a des compétences, mais il n'y a pas un vrai débat qui s'amorce. Et puis il y a plusieurs actions là, mais c'est pas suffisant. La plateforme, moi je pense, c'est un outil, et j'espère que ça va marcher. Bon, je suis persuadé qu'il y a tous les ingrédients pour que ça marche. Ça va structurer le débat public. Ça va être, je pense, un débat pluriel, parce que là, on doit accepter toutes les tendances, toutes les opinions. On doit accepter aussi donc le débat sur des idées différentes. Et probablement par la suite la plateforme sera l'objet d'autres plateformes avec peut-être beaucoup plus spécifiques sur des thématiques plus spécifiques, sur des orientations idéologiques et politiques beaucoup plus importantes. Mais il faut déjà démarrer. Bon. Au niveau de l'offre des idées économiques et des analyses et des idées économiques, l'université reste le vivier le plus important. Et lorsque j'ai vu l'annonce tout à l'heure de la plateforme, on s'adresse en particulier aux centres de recherche, aux universitaires, même si ce n'est pas exclusif. On s'adresse à la société civile, aux experts dans tous les domaines. Et lorsqu'on dit économie, il pourrait avoir des interventions des scientifiques, donc des sciences, comme on dit, dures, sur les questions, je ne sais pas, de l'épuration de l'eau, etc., sur les questions de l'environnement. Donc, moi, je pense personne n'est exclu de parler sur des questions économiques, et ce n'est pas exclusif aux économistes. Mais, bon, malgré tout, bon, je suis économiste, on reste quand même la population la plus concernée, et je crois on doit montrer la voie pour ça et encourager toutes les autres spécialités, etc. Bon, le terme économie, même nous, chez nous les économistes, c'est large. C'est la gestion, c'est l'entrepreneuriat, c'est la finance, c'est l'économie au sens large également. Et lorsque j'ai voulu faire une radioscopie de cette offre de recherche dans les universités tunisiennes, lorsque je dis économie, c'est au sens large. Je n'ai pas exclu ni gestion, ni management, etc. Donc, excusez-moi l'erreur, donc offre universitaire des analyses et des idées économiques, financières et de l'entreprise. Bon, et j'ai essayé à partir de données officielles du ministère, de voir qu'est-ce qu'on a comme offre du point de vue économiste. Bon, pour le nombre des doctorants, la précédente année universitaire, 2023-24, dans le domaine, dans les statistiques du ministère, on appelle ça les sciences commerciales et de l'administration. Ça regroupe tout. Donc, ça regroupe tout. On a 1461 doctorants sur 10 000 doctorants inscrits pendant cette année. D'accord ? Donc, c'est une masse quand même assez importante. Et dans cette masse, on a exclu, ils seront plus nombreux si on ajoute les autres sciences sociales, géographie, sociologie, donc ça sera beaucoup plus large. Donc, pour le nombre des thèses soutenues, toujours dans la même spécialité, économie au sens large, 226 thèses soutenues, d'accord, donc cette année-là, sur 1441, donc plusieurs thèses soutenues, et chaque année on n'arrive pas à ouvrir 226 postes, hein, donc ça se voit, ça montre bien qu'il y a un problème aussi d'employabilité de docteurs de notre spécialité. Et lorsque je regarde le nombre de laboratoires de recherche
Là, en sciences sociales, je n'ai pas de données explicites publiées sur l'économie et la gestion. On a 62 laboratoires sur 500 à peu près, qui regroupent à peu près 4100 chercheurs, d'enseignants, professeurs, maîtres de conf et maîtres assistants, et les doctorants. Je n'ai pas comptabilisé les étudiants en master de recherche. Donc c'est important, donc des milliers aussi. Et j'ai recensé le nombre d'institutions universitaires dans le secteur public. Donc on a 25 institutions sur 206 qui forment à peu près 40 000 étudiants donc, dans tous les domaines des comités de gestion. Je n'ai pas comptabilisé des formations dans les ISET, mais bon, je suppose qu'ils seront beaucoup plus nombreux. Et par la suite, dans un travail que j'ai réalisé conjointement avec mon collègue Hamadi Ferri et Foued Ben Saïd sur pourquoi les économistes ne sont pas audibles auprès des pouvoirs publics, qui a été une demande de nos amis politistes, donc de la revue tunisienne de sciences politiques, M. Hatem Merad. Donc on a publié un article pour expliquer pourquoi les économistes ne sont pas audibles, et on a fait des recherches sur les plateformes Web of Science et Scopus pour voir qui publie en Tunisie parmi les économistes, qui sont-ils, etc. Donc les économistes au sens large, finance, entrepreneuriat, tout, il y en a, j'ai maintenant une base de données de Tunisiens de 1347 économistes qui a au moins publié une fois, de 1980 jusqu'à mars 2025, un article recensé par Web of Science. Ce qui est très important pour la taille du pays. Donc c'est un vivier, donc on dit, donc c'est un vrai vivier. Mais ces économistes-là, moi je pense pas que ceux qui passent dans les médias ou ceux qui écrivent dans les journaux des magazines dépassent quelques dizaines peut-être, d'accord. Donc on est loin du compte. Il y a beaucoup d'économistes qui ne sont pas, qui n'interviennent pas vraiment dans le débat public. Bon, c'est pas une spécificité tunisienne, ça se passe comme ça toujours dans toutes les universités, mais juste pour avoir une idée sur le vivier qu'on a. Si on regarde le nombre de documents publiés par les économistes tunisiens, là, c'est choquant. C'est très faible. C'est-à-dire sur à peu près 40 ou... Depuis 1990, on a commencé à publier. Il y a eu une explosion de publications depuis 2011. C'est un peu aussi à la généralisation de l'Internet, etc. Donc l'explosion de l'Internet. Donc on a 1420 publications là, classées Q1, Q2, les meilleures. On est à 0,05% de l'ensemble des publications des économistes dans le monde. Dans le monde, il y a 323 000 publications depuis 1980. Donc, bon, la taille du pays, mais bon, voilà ce qu'on pèse, 1420. Et si on regarde un petit peu ces chercheurs tunisiens qui sont très confirmés, de bonne qualité, qui ont publié dans des revues à comité de lecture, etc., ils ne représentent que 330... donc, les articles ou les publications sur l'économie tunisienne sont de l'ordre de 331 jusqu'à mars donc 2025, ce qui représente moins du un quart des publications sur la Tunisie, sur l'économie tunisienne. Donc, il y a plusieurs raisons, hein, la disponibilité des données, etc., etc. Donc, on a beaucoup de chercheurs qui ne travaillent pas sur la Tunisie, qui sont très bons. Et à peu près, si on regarde toutes les publications sur la Tunisie, j'ai pas mis les chiffres ici. En gros, il y a, je crois, il y a 800, ou 900, dont 600 sont publiés par des chercheurs internationaux et un tiers par les Tunisiens. Donc, les autres s'intéressent, donc les économistes qui ne sont pas tunisiens s'intéressent beaucoup plus à l'économie tunisienne que les Tunisiens eux-mêmes. D'accord. Donc, pour dire que
il y a déjà un problème de travailler sur l'économie tunisienne, pratiquement voilà, moins d'un quart des travaux. Bon, ce sont des chiffres, hein. Là on peut les interpréter, mais de dire, et on a beaucoup des milliers de chercheurs qui travaillent dans plusieurs labos, mais à la fin, en termes d'impact, c'est assez faible, c'est assez limité. Et là, il y a une vraie, il faut dire qu'il y a une vraie motivation de publication, parce que la gestion de carrière, elle est liée à la publication. Donc, ce sont des gens qui sont très incités à publier, parce que pour intégrer l'université, pour évoluer ensuite dans la carrière, donc il y a une vraie motivation. Maintenant, au ministère, il y a aussi la gratification des travaux. Donc on paye les travaux, même s'il y a quelques blocages de paiement, mais il y a une incitation donc, de gestion de carrière financière importante. La question qui se pose aujourd'hui, comment convaincre au moins ces chercheurs confirmés-là de vulgariser leurs recherches, quel sera le mécanisme incitatif, etc. C'est vrai, dans la présentation de la plateforme par Majdi, c'était clair que on va faire connaître ces chercheurs, et ils seront impliqués dans le débat public, dans la prise de décision, etc. C'est important, en termes de notoriété, c'est quelque chose de très important. La reconnaissance, c'est l'un des objectifs les plus importants des chercheurs, hein, et en particulier des économistes. Dans la fonction d'objectif, nous, on dit les économistes, la reconnaissance, elle est très très importante. Donc peut-être on doit jouer sur ça, bien valoriser ceux qui auront le courage de vulgariser leurs premiers travaux. Bon, ensuite, donc tableau suivant s'il vous plaît. Donc ensuite, on a essayé dans ce même article de voir sur quoi travaillent ces chercheurs tunisiens confirmés. Est-ce qu'ils s'intéressent à des questions importantes sur l'économie, sur des questions d'actualité? Bon, il faut dire que l'horizon, il était très lent, hein, donc des décennies, bon, une grande partie pendant la dernière décennie. Mais en gros, je pense les 3 premières rubriques sont la croissance économique, donc généralement des études quantitativistes où on essaie de voir quel est l'impact de telle variable sur la croissance, sur l'environnement aussi, émissions CO2, etc. Et 3e rubrique, la politique monétaire. À peu près 50%, disons, des travaux travaillent sur ces questions-là, d'accord, qui ne sont pas vraiment lorsqu'on voit les sondages d'opinion sur les problèmes économiques des Tunisiens, c'est généralement le pouvoir d'achat, le chômage. Il y a, dans l'article, on développe bien qu'il y a un décalage entre les intérêts du public et du décideur bien particulier et les chercheurs tunisiens. Donc, il y a une inadéquation entre ce qu'on fait au niveau de l'université, au niveau de nos laboratoires de recherche, et des attentes du public, du décideur public. Il y a de la matière, il y a des compétences. Il ne faut pas que mon discours soit aperçu comme un discours négatif et décourageant. C'est la réalité. On a des centaines de très bons chercheurs et je crois que cette plateforme va contribuer à promouvoir la discipline de l'économie d'une manière un peu plus large. C'est une initiative très, 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 très importante pour montrer que faire de l'économie après son bac, c'est quelque chose qui peut être valorisé. Vous pouvez être donc une personnalité reconnue qui contribue d'une manière active dans le débat public et dans l'influence des décisions publiques.
c'est ça. Donc maintenant, si on regarde un petit peu l'orientation universitaire, c'est pas les meilleurs, hein, en tout cas, qui vont dans ces spécialités-là. Et je pense que cette plateforme va contribuer, et c'est une initiative très intéressante pour faire connaître les gens, comme la prochaine initiative que la Sectu a faite avec le GI Fortis sur le prix du meilleur jeune économiste. C'est le même objectif. Donc on va annoncer lors du forum de la Sectu cette année en juin le prix du meilleur jeune économiste tunisien, pour dire que c'est une discipline qui a de l'aura, qui a de l'avenir, qui peut former des gens qui ont leur place dans le pays, dans la société d'une manière générale. Voilà. Merci. Merci, professeur. Donc, vous avez rappelé à juste titre, justement, cette inadéquation entre les attentes du débat public aujourd'hui en Tunisie et des apports du milieu académique. Donc, je parle ici sous couvert, monsieur Castambide, est-ce que vous m'autorisez à utiliser ce terme? Je ne sais pas. Cette plateforme Ecotous va constituer l'ubérisation, justement, de l'offre et de la demande de la culture économique aujourd'hui en Tunisie. Je parle vraiment avec prudence, si vous me le permettez. Donc nous pouvons justement parler d'ubérisation de cette offre et de la demande économique. Aujourd'hui, cette plateforme peut vraiment jouer ce rôle. Et j'invite justement, vous avez rappelé aussi le rôle que l'université doit jouer. J'invite donc Madame Semir Khalifa à prendre la parole et de nous parler de cette médiation avec le milieu universitaire. Merci beaucoup aux partenaires de ce projet de m'avoir associé et de me donner une voix extérieure. Je suis universitaire à l'Université de la Manoum et je suis membre du conseil scientifique de l'IADH, et j'ai un parcours totalement atypique. Je suis agronome de formation qui a eu un complément de formation en humanité, qui travaille, j'ai commencé comme besogneuse de l'outil technologique et qui a géré les dispositifs d'apprentissage médiatisé par le numérique, puisque j'étais à un certain moment vice-présidente de l'Université virtuelle de Tunis, et je travaille sur le développement des territoires, le développement durable des territoires. Et m'associer à cette table ronde, c'est porter un regard hâtif, puisque je n'ai pas eu la chance de découvrir et d'expérimenter cette plateforme. Mais les réflexions que j'ai eues par rapport à cet outil, les interactions et les échanges qu'on a eus il y a 3 jours, d'abord lorsque l'IADH m'a contacté il y a 2 semaines, j'ai eu des idées, j'ai planifié une contribution, ça a changé quand on a eu un échange il y a 3 jours, hier en préparant cette contribution et ce matin en écoutant tous les contributeurs. Mais ça va être des points clés qui seraient peut-être intéressants de creuser ou auxquels il faudra peut-être faire attention. Alors, cette médiatisation et cette médiation, cet outil de médiation qui sera une médiation multi-acteurs, une médiation disciplinaire, parce que j'ai eu à connaître un peu pendant 4 ans l'univers de la formation doctorale en sciences humaines et sociales, et dans le cadre de l'élaboration de la stratégie numérique nationale pour la formation doctorale sciences humaines et sociales en Tunisie. Et on a vu l'écart entre les pratiques en humanité et en sciences sociales et une sorte de conservatisme. Les sciences sociales, la recherche en sciences sociales, c'est des cercles assez fermés, très spécialisés. Les possibilités d'interaction et d'ouverture, même entre les écoles doctorales elles-mêmes, ou entre les commissions des thèses au sein de la même école doctorale, sont difficiles. Que dire par rapport à d'autres disciplines et au croisement disciplinaire indispensable et nécessaire
pour cerner la complexité de l'action économique et du terrain en Tunisie, plus particulièrement dans une culture de l'oralité et de difficulté de la formalisation et de la trace. C'est un outil de médiation aussi qui va révéler et donner une voix à une catégorie probablement invisibilisée. Puisque, comme l'a dit mon collègue Meher Gassab, la Tunisie, nous sommes classés 12e à l'échelle mondiale en termes de production scientifique. Mais nous sommes classés 129e par rapport à l'impact de transformation sur la société. Et une des raisons pour lesquelles, donc les raisons sont multiples, mais une des raisons pour lesquelles, c'est la nature même et l'objet de la recherche. Nous avons une université avec un regard centré et tourné vers le nord. Nous sommes fortement influencés par la pensée occidentale, par les références et les revues Q1 et Q2 dans cette dynamique de mondialisation et de globalisation. Et tout à l'heure, vous avez mentionné justement le networking à l'échelle globale, fortement indispensable pour évoluer, mais malheureusement qui nous fait perdre ou occulte par la recherche et la quête de la facilité, probablement, et du confort, parce que ça crée beaucoup de conflits cognitifs. Il faut des politiques publiques pour la recherche scientifique, pour le développement économique, pour le développement social, pour la formation et l'éducation. Et donc, c'est vraiment une entreprise complexe. Et donc, par commodité et dans cette course effrénée à la performance à laquelle nous conditionnons nos enfants depuis le bas âge, que nous retrouvons justement pour la rétribution et la reconnaissance de l'effort, et peut-être le retour sur investissement aussi, nous sommes en train de former des chercheurs nous faisons de la culture hors sol. Et avec l'hydroponie ou la culture hors sol, on ne peut pas fixer les sols. Et donc, nous avons un besoin, une réalité, je fais le parallèle, je vous ai dit, je suis agronome, et donc nous avons des menaces et des dynamiques d'érosion, culturelle, de désenculturation, de déshumanisation par moment, ce qui crée des tensions. Nous occultons le spécifique, nous occultons le grain de sable qui peut bloquer le fonctionnement, la gestion des ressources humaines dans une entreprise, qui peut bloquer l'entrepreneuriat et la valorisation des ressources territoriales et la valorisation de toutes les aménités qui ne seraient pas comptabilisées ou sur lesquelles il sera difficile de trouver des référentiels à l'international. Et donc, il faudra imaginer des approches économiques hédoniques, innovantes, émancipatrices. Et tout cela, il est difficile à entreprendre. Je ne blâme pas les chercheurs qui sont dans une vision de carrière, de performance, vous avez vu le nombre, donc on n'a pas le droit à se payer le luxe d'être en dehors de la dynamique, et peut-être qu'on va donner la voix à une nouvelle génération qui ne serait pas dans ces canaux, déjà pour les chercheurs. C'est une plateforme qui va révéler aussi toute la connaissance grise. Le nombre de projets qu'on a entrepris en Tunisie après la Révolution, mais même avant la Révolution, reste de l'information, les rapports restent de l'information et ne sont pas transformés en connaissances, en savoir, qui pourrait servir aux universités, mais qui est indispensable aussi pour expliquer la réalité et le vécu et émanciper l'individu, les communautés et les territoires. Et donc, je sais que je rêve, et ça, peut-être, c'est ce qui m'aide à me réveiller tous les matins et à continuer à faire des choses, mais je rêve d'une plateforme dans laquelle cette connaissance grise qui sera produite, donc non seulement on va être dans le retour sur expérience,
la démarche réflexive sur l'exercice, ce qui permettra à la société civile de mieux finaliser ses besoins, l'accès à la connaissance, au savoir savant, vulgarisé, simplifié, pourra aiguiller aussi. Et donc, on va être dans une réitération continue si les choses seront bien faites et si on se donne les moyens, parce qu'il faut des moyens pour assurer cette continuité. Donc, c'est un deuxième exercice de valorisation de la connaissance grise. Le troisième est d'émanciper aussi et d'affiner de nouvelles thématiques de recherche qui pourront être révélées à la communauté des chercheurs, aux seniors de la recherche universitaire et académique, qui pourraient se rapprocher de plus en plus du besoin et de la demande des politiques et encore, moi je dirais de la société, parce que le ton du politique n'est pas le ton de la société. Les temporalités, le temps très court et immédiat du politique n'est pas le temps de la société et de la transformation réelle. Et donc s'inscrire dans ces différents temps de recherche peut être un objectif. Il suffit de l'avoir en tête pour pouvoir valoriser ou construire des formes et des projets, des programmes de pérennisation. Vous avez parlé tout à l'heure de la pérennisation des projets. La troisième idée majeure que je souhaiterais partager avec vous, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Un droit, c'est une démocratisation de la connaissance. Et comment pouvons-nous sortir, décloisonner toutes les connaissances, qui sont majoritairement financées par le contribuable, du statut d'un bien ou d'un service accessible pour des privilégiés à un bien ou un service, un moyen, une locomotive de transformation sociétale, de développement territorial et de développement de l'individu. Et ça, en faire un commun. Tout à l'heure, vous avez passé en revue le mode d'inscription. Et je suppose que vous avez certainement pensé à ça, mais qu'en est-il de la propriété intellectuelle ? Est-ce que ces productions scientifiques deviennent communs ? Et comment vous allez gérer avec quelle autorisation, puisque même la Creative Commons, il y a plusieurs licences. Et donc, comment on va gérer le droit de la propriété intellectuelle ? Un autre point sur lequel, une autre opportunité qui me semble révélée par cet outil, est possible par cet outil, nous sommes un des rares pays dans lequel la langue véhiculaire de savoir et de connaissance n'est pas la langue maternelle. Ce qui crée beaucoup de pertes de pertinence de l'acte d'acquisition et de transmission de la connaissance. Et peut-être qu'à travers cette plateforme, on pourra imaginer de donner place, laisser place au multilinguisme, peut-être même à des révélations et à des témoignages en dialectal tunisien. Moi, je suis défenseur inconditionnel que le dialecte tunisien est une langue, et c'est la langue maternelle. Mais je ne suis pas du tout dans l'abandon puisque des autres langues. Moi, je suis francophone, parfaitement francophone, et j'enseigne aujourd'hui en anglais à la Manouba School of Engineering. Mais c'est une force de rapprochement du monde dans lequel nous évoluons, et ça pourra favoriser la révélation de la réalité de notre terrain, la révélation de tout le potentiel intellectuel et des savoirs et académiques que nous avons dans la communauté universitaire, mais aussi la révélation des détails et de la réflexion, de la maturité que nous pouvons avoir à analyser notre contexte. Il y a un
objectif, je dirais, ou une retombée possible aussi, mais qui sera vraiment secondaire, c'est le renforcement des capacités, des compétences digitales dans un monde avec ces technologies totalement disruptives. Et peut-être que nous allons, pour une fois, faire ou guider à faire bon usage de l'outil technologique pour tous les niveaux de l'information de l'individu pour une meilleure implication dans la chose publique, du chercheur pour mettre en adéquation les problématiques et les recherches nécessaires, les priorités nationales, pour les influenceurs, les individus, les sociétés civiles, pour justement tirer profit de la connaissance et de l'effort produit et être plus efficace, et aussi faire un retour sur expérience sur l'expérience, et pour l'individu, pour être émancipé et impliqué dans la vie publique. Je suis très bavarde, je suis vraiment désolée d'avoir... Vous avez fait à ma place la transition vers les autres interventions, donc moi ça me va. Donc c'est vraiment le mot ou le concept, je trouve que c'est un changement de paradigme que cette plateforme offre. Faisons attention aux traces, à la sécurité, et comment pouvons-nous, chose qu'on ne fait pas du tout avec les outils, les nombreux projets et les plateformes, ça sera la énième plateforme, mais pouvons-nous analyser les traces derrière pour essayer de développer, étudier les schèmes d'apprentissage, les schèmes de production, ce qui convient, comment on lit, est-ce qu'on télécharge, est-ce qu'on lit en diagonale, qu'est-ce qu'on lit en premier, et tout ça, ça ne pourra que contribuer à améliorer l'écosystème et avoir de l'impact sociétal. Et je vous en remercie. Merci pour votre intervention. Vous venez d'évoquer justement certains points de vigilance, à mon avis, qui restent très importants pour cette plateforme. Et je vais laisser la parole au professeur Salma Zouiri pour nous en parler. Quels sont réellement les facteurs clés de réussite, les points de vigilance à aborder et surtout les recommandations ou les améliorations qu'on pourra apporter à cette plateforme. Merci Marion. Merci pour la confiance qui m'est faite en tant que membre du conseil scientifique. Et merci pour l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer aujourd'hui. Compte tenu de mon expérience, je souhaiterais mettre l'accent sur un certain nombre de conditions, à mon avis, qui sont nécessaires pour que le projet aboutisse. Des conditions relatives au contexte politique, au contexte institutionnel, au contexte social et éducatif, et peut-être aussi à quelques éléments juridiques. Je parle après les autres, donc j'essaierai d'éviter les redites et d'être autant que possible concise. Alors le contexte politique, d'abord, il va sans dire que vulgariser, c'est démocratiser. Il faut donc que le contexte s'y prête, le contexte politique s'y prête. Lorsqu'on vulgarise l'économie, on rend les clés de compréhension des principales questions économiques accessibles à tous, et donc on renforce la citoyenneté. Lorsqu'il y a liberté d'expression, donner accès aux données économiques à tous permet de contrecarrer la mésinformation. Cela permet de contrecarrer la montée des discours simplistes, populistes. Ça permet de contrecarrer la défiance vis-à-vis des institutions, voire même la manipulation de l'information économique à des fins partisanes. Bien entendu, tout en reconnaissant la nécessité de débattre des questions en fonction d'approches alternatives et au vu de l'ensemble des courants de la pensée économique. Bien entendu, la vulgarisation n'est pas qu'une question d'économiste. Donc il faut voir un peu le côté institutionnel. Les économistes doivent sortir de leur tour d'ivoire
ils doivent changer de posture, informer le public, mais ils ne sont pas en mesure de le faire tout seuls. Il faut qu'il y ait une très forte coopération avec les journalistes, avec les créateurs de contenu, et tout le monde doit être formé à cela. C'est-à-dire, les économistes ont besoin d'un effort supplémentaire pour communiquer, pour simplifier, pour pouvoir tenir un discours compréhensible au public, mais aussi leurs partenaires journalistes ou créateurs d'opinion devront être formés aux questions économiques pour que justement cette coopération puisse aboutir. Au niveau du contexte social et éducatif, vulgariser, c'est tenir compte des contextes, des caractéristiques linguistiques de la population à laquelle on s'adresse. Cela vient d'être évoqué. Et je continue à croire que si on veut réellement vulgariser, on doit utiliser l'arabe dialectal. Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait une formation spécifique, notamment pour les économistes, pour qu'ils puissent s'exprimer de façon éloquente en arabe dialectal. Bien entendu, vulgariser, c'est aussi tenir compte du niveau ambiant de culture économique. Et donc, éventuellement, segmenter la population à laquelle on s'adresse et choisir un contenu en fonction des besoins des divers segments. Hélas, aujourd'hui, le système éducatif tunisien ne forme pas assez les jeunes à la question économique, et l'éducation joue un rôle très important, et cela devrait commencer dès l'école de base et se prolonger, bien entendu, tout le long de la vie. Vulgariser, ça n'est pas utiliser un langage technique, ça n'est pas parler des modèles économiques, c'est rendre compte d'éléments compliqués qui interpellent les gens et en rendre compte par des éléments simples que les gens peuvent comprendre, sans sacrifier la rigueur. Cela a été dit, mais je pense qu'il faut le redire plusieurs fois. Alors, je disais, on peut segmenter, il peut y avoir plusieurs niveaux de vulgarisation. Un niveau de base, par exemple, qui pourrait viser à expliquer les concepts essentiels, le PIB, la croissance, l'inflation, le chômage, le déficit budgétaire, etc. Un second niveau peut s'intéresser aux causes de ces phénomènes. Un troisième niveau peut préconiser des politiques économiques pour faire face aux problèmes. Et puis, un autre niveau, un peu plus délicat, pourrait porter sur l'évaluation des politiques économiques qui ont été empruntées pour faire face à ces problèmes. Un dernier point, à mon avis, qui mériterait d'être aussi souligné, c'est le contexte juridique, les éléments juridiques dont il faudra tenir compte. Donc cela vient d'être évoqué. Le savoir, on l'a dit, est un bien collectif. Le partager, c'est le multiplier. Cependant, il faut s'assurer que l'opération respecte les droits individuels, les droits de propriété, et donc que l'opération ne pose pas de problème au niveau juridique. Donc, je pense que ce côté devra retenir l'attention de tous ceux qui sont à l'œuvre au niveau de la plateforme. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, en Tunisie, je pense que le contexte est globalement favorable et les conditionnalités dont j'ai parlé sont à peu près acquises pour que l'initiative réussisse. Il faudrait bien entendu l'évaluer au fur et à mesure et éventuellement redresser certains choix si cela
si cela s'impose. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention, qui reste très enrichissante et qui pointe du doigt justement les problématiques majeures que peut rencontrer cet objectif de vulgarisation économique et d'accessibilité à tous de l'information économique. J'aimerais juste rebondir avant de passer à l'aspect pratique et à l'apport justement des créateurs de contenu dans cet objectif de vulgarisation économique. J'aimerais redonner la parole à M. Gastambide pour qu'on puisse parler justement des problématiques soulevées concernant justement cette plateforme en termes de, vous avez parlé, Madame Semiha, de propriété intellectuelle, du rôle de la technologie et justement le fait de pouvoir, parce que dans un souci de vulgarisation économique et de pouvoir diffuser, d'une large diffusion auprès d'un public, il y a aussi cette barrière justement linguistique que vous avez tous évoquée dans vos interventions. Donc c'est en ça que répond cette plateforme Ecotous, notamment, comme on l'a vu tout à l'heure lors de la démo, il y a la possibilité de pouvoir contribuer, que ce soit en français, en arabe ou même en anglais. Donc le fait aussi de pouvoir introduire l'anglais pourra aussi donner une certaine reconnaissance, une visibilité à l'international des différents contributeurs. J'aimerais vous laisser la parole pour en parler plus en détail. Merci. Peut-être tout d'abord une mise au point. Ecotous est la plateforme développée par l'IACE et l'IADH. Et c'est vrai que maintenant que la plateforme a été créée, Savoir Éco n'est plus en première ligne. On a initié le processus et on a attribué le financement. Et ceci pour préciser que je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre aux questions soulevées. Je vais apporter des éléments, mais je pense que voilà, c'est les questions, enfin la réponse à ces questions doit être apportée par l'IACE et l'IADH, et je suis sûr qu'elles le feront, et Savoir Éco pourra contribuer. Sur l'utilisation de la technologie et de l'intelligence artificielle, je cite l'intelligence artificielle parce qu'on en a parlé avec Simajdi. Ça pourrait être aussi un outil qui permettrait à la plateforme de se développer. C'est vrai que l'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui est massif, hein, c'est un véritable tsunami. Je m'y suis pas encore mis, mais j'ai l'impression d'être resté dans le monde d'après. Et c'est vrai que c'est un outil qui peut aussi quand même grandement faciliter la synthèse de rapports très volumineux sous la forme de documents extrêmement brefs. Sur la question des droits de la propriété intellectuelle, c'est une question évidemment pertinente. Alors de surcroît, je ne suis pas juriste, donc je vais rester prudent, mais je suis convaincu que l'IACE et l'IADH ont bien en tête cette question. Je pense effectivement que à partir du moment où le contributeur, le ou la contributrice décide de produire une synthèse de ses travaux, elle aura à signer un document qui donnera les droits à l'IACE et à l'IADH. Comment ? Oui, exactement. Et donc ça, a priori, je pense que ça ne devrait pas poser de problème particulier. Après, se posera effectivement la question de l'accès ou non du travail initial, que ce soit un article scientifique, que ce soit un rapport. Si le rapport, je pense par exemple à l'ITSEC qui a produit la semaine dernière un bulletin de conjoncture économique, c'est un document qui est en accès libre, donc là la question, il suffit de créer un lien et le document est
est accessible. Concernant les articles scientifiques, effectivement, tout n'est pas en accès libre, et dans ce cas, le document, enfin, je pense qu'à court terme, le plus simple, c'est de ne pas donner la possibilité d'avoir accès, étant donné que certains articles, en tout cas, l'accès n'est pas interdit, mais en tout cas, il est payant. Voilà, il n'est pas libre. Et voilà ce que je pouvais donner comme élément de réponse à vos questions. Je vous remercie. Merci pour votre réflexion qui constituera sans nul doute des pistes d'amélioration ou de projets d'avenir pour les prochaines étapes justement de cette plateforme. Je pense que là, on a ouvert justement le monde des possibles, justement concernant la plateforme d'EcoTous, avant de passer et d'insister sur le rôle crucial, parce qu'une large diffusion auprès du public, c'est aussi une manière de démocratiser le discours économique. C'est à cet effet que justement il y a un programme qu'on appelle Leader Eco, donc ici, qui est mis en œuvre, qui vise à renforcer la culture économique des créateurs de contenu pour que ces derniers puissent être le relais de l'information économique auprès de tous. Donc je laisse Madame Inès Besbès prendre la parole et nous expliquer plus en détail ce programme et quelle est justement l'utilité du créateur du contenu dans cet objectif de vulgarisation économique. Merci Emna et bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui en tant que créatrice de contenu et participante très fière de Savoir Eco Leaders Eco, cette formation qui nous a été vraiment très utile. Et là, je vais me permettre de parler au nom de tous mes collègues participants de ce projet. Je veux bien remercier l'Union européenne, l'IACE, Expertise France, l'IADH et tous les partenaires de ce projet pour cette opportunité, et M. Majdi, M. Ayman Harbewi pour leur encouragement durant le projet. Là, on a déjà terminé la première phase du projet, qui était une formation durant le mois d'octobre et novembre. Nous avons parcouru toutes les formations que tout créateur de contenu devrait suivre. On a eu une formation en finances publiques, situation économique et analyse des indicateurs de conjoncture, WordPress et Content Management, communication digitale et création de contenu. Donc c'est pratiquement tous les volets que le créateur de contenu a besoin de savoir. Au début de la formation, il y avait des créateurs de contenu. En fait, chaque créateur de contenu avait un point faible qui doit travailler là-dessous. Il y avait par exemple des créateurs qui sont experts en économie, mais qui ne manipulent pas bien les outils de communication. Il y avait comme moi par exemple, grâce à mon métier initial en tant que présentatrice TV, donc je manipule bien la communication, mais je ne suis pas vraiment très connaisseur en matière d'information économique, donc j'avais besoin de la formation en finances publiques et situation économique et analyse des indicateurs de conjoncture. Voilà, donc chaque créateur a travaillé sur le point faible, et dans quelques jours, Inch'Allah, on va passer à la deuxième partie du projet, qui est la création des contenus, où on vise créer aux alentours de 70 vidéos entre les à peu près 20 créateurs de participants au projet, dans une durée, Inch'Allah, de 2 mois. Et par la suite, on aura des collaborations entre les créateurs Savoir Eco et IACE pour la diffusion de ces vidéos. En fait, aujourd'hui, puisque nous sommes dans une table ronde discutons la vulgarisation économique, donc je voudrais bien mettre en valeur le rôle de créateur de contenu qui peut jouer vraiment un rôle très important à la vulgarisation économique. Comme vous le saviez, le créateur de contenu a accès à un cible de public très large, très diversifié, généralement jeune, mais pas nécessairement concerné ou intéressé académiquement, surtout par l'économie, surtout dans sa forme académique et complexe. Donc le créateur de contenu peut rendre
les concepts économiques plus accessibles et compréhensibles en utilisant les formats ludiques, les vidéos courtes, les infographies, les podcasts peuvent rendre les concepts économiques parfois abstraits plus digestes. Aussi, le créateur de contenu peut aborder les sujets complexes, peut vulgariser les événements économiques. C'est un rôle vraiment, surtout, clarifier les théories économiques au lieu de rester dans le jargon. Le créateur peut expliquer les grands courants économiques de manière simple et fluide pour que l'information passe au grand maximum de public. Aussi, surtout, en tant que... je vais porter un peu la casquette présentatrice télé, puisque les émissions que je présente sont toujours sociales. Donc, j'ai remarqué que l'impact, et c'est pour cela que je suis devenue créatrice de contenu économique, c'est l'impact de l'économie sur le social. Donc, il faut vraiment que tout le monde ait une formation, un minimum de formation économique qui pourra changer le comportement social, le comportement par exemple de la consommation, de l'épargne, qui pourra changer notamment la société vers le meilleur, Inch'Allah. Mais on doit savoir que tout en faisant tout ça, tout en essayant de faire ce rôle-là, on pourra avoir face à des contraintes et des obstacles. En tant que créatrice de contenu, je pourrais vous dire que, premièrement, le problème, c'est la responsabilité énorme en essayant de simplifier les termes économiques. On pourra, par exemple, tomber dans la simplification excessive, et qui pourra vraiment être un très grand problème. Donc, ça pourra entraîner des malentendus ou des mauvaises interprétations. Donc, il faut faire attention sur ça. Aussi, il y a le défi de l'équilibre entre pédagogie et divertissement, parce que pour attirer l'attention du public cible, tu dois avoir un peu d'humour, un peu de quelque chose qui attire l'attention, même dans la voix. Il y a des petits détails qui pourraient faire une très grande différence. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de perdre l'importance du sujet en faisant ça. Aussi, il y a les limites des formats, et c'est le plus grand problème de tous les créateurs de contenu, surtout des problèmes économiques et autres problèmes qui est très important, de passer l'information dans une durée maximum d'1 minute 30, sous format de reel par exemple. C'est pas évident du tout de parler dans une, je sais pas, dans un problème économique dans 1 minute, c'est presque un challenge très difficile. Donc la limite de durée, c'est très gênant pour les créateurs de contenu. Donc aussi, et c'est le dernier point que j'ai préparé pour les contraintes qui sont honnêtement, tu peux les trouver au fur et à mesure. À chaque fois, tu crées les vidéos et tu avances, tu peux retrouver d'autres, mais ces problèmes-là, c'est ce que j'ai détecté en tant que créatrice de contenu. Il y a aussi le contexte sociopolitique, donc on doit toujours faire attention à nos paroles pour ne pas toucher à la politique et pour être, je sais pas, pour ne pas avoir des censures ou bien des critiques. Donc ça diffère d'un pays à un autre, mais c'est toujours là pour les créateurs de contenu, je crois, all over the world. Voilà. Créateur de contenu politiquement correct. Voilà, c'est pas évident du tout. Très bien, merci pour votre intervention Inès qui, à mon avis, ouvre la voie à des pistes d'amélioration possibles, ou à des pistes de réflexion possibles, justement. J'invite justement les différentes parties prenantes de ce projet Ecotous à les prendre en considération et améliorer justement cette initiative. J'espère que cette plateforme, justement, au-delà de
de la journée de lancement pourra être justement pérenne, comme vous l'avez évoqué. C'est un enjeu majeur aujourd'hui et avoir un impact économique et social très important. Voilà. Merci de votre présence. J'espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations et je vous invite à échanger autour d'un moment convivial. Voilà. Madame Salmazoui voulait juste revenir sur le sujet du mois. Voilà. Oui, allez-y. Donc, on a discuté ensemble, donc les membres du comité scientifique, sur l'un des produits de la plateforme, c'est de lancer le thème du mois. Bon, pour cette fois-ci, c'est 10 jours du mois d'avril, mais c'est le mois de mai en fait. Et, il s'agit du projet de réforme du Code du travail. Il y a plusieurs thèmes importants, mais on a vu que on a parlé de cette question durant le mois de Ramadan. Je crois qu'il n'y a pas eu suffisamment de débats, et notamment économiques. Très peu. Il y a eu les conséquences économiques. Il n'y a pas eu du projet. Il n'y a pas eu de suffisamment. Pas du tout. Peut-être. J'ai pas vu personnellement des travaux sur cette question. Le marché de travail en Tunisie. Vous savez, c'est le problème du chômage, c'est le problème numéro 1 structurel du pays, avec un taux de chômage élevé, 16%, taux de chômage au niveau des jeunes aux alentours de 40%, taux de chômage au niveau des diplômés très élevé, dans les 23-24%, avec un taux de chômage chez les jeunes filles diplômées qui avoisine 34%, l'un des plus élevés au monde. Donc on a réussi le pari de la parité au niveau de la formation, mais au niveau du marché de l'emploi pour les jeunes filles, donc on n'a pas réussi. Donc, et puis l'emploi informel, aujourd'hui, 40% de l'emploi global selon les dernières enquêtes de l'INS. Le projet de réforme, avec les nouvelles mesures pour réduire les contrats à durée déterminée, auront certainement un impact sur l'informalité, sur le chômage. Et les économistes, mais aussi les autres spécialistes qui travaillent sur cette question, sont invités à apporter leur contribution sur le sujet de moi et sur le projet de cette réforme du Code du travail. Voilà, si vous n'êtes pas directement contributeur, vous pouvez être relais justement de cette information. Le sujet, le mois qui vient, c'est la réforme du Code du travail. Donc n'hésitez pas à faire passer l'information. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi l'IACE de nous avoir accueillis pour cette journée de lancement. Et je remercie nos intervenants ici présents sur scène pour ce moment très enrichissant. Merci beaucoup et on se retrouve autour d'un cocktail.